Bonjour à tous et merci de vous être connectés ce soir. Vous êtes 450, donc ça montre bien que ce sujet vous intéresse beaucoup. Avec France 20, nous avons trouvé nécessaire d'organiser ce webinaire car les dernières informations sur la vaccination anti-Covid, nous l'avons bien senti, vous engendrer chez vous les patients, mais aussi chez nous les néphrologues, à la fois déception et inquiétude. Et puis, il fallait aussi répondre à des fake news, des fausses informations ou à des publications anxiogènes des réseaux sociaux et de certains médias. Donc, la vaccination anti-Covid devait être le moyen de sortir du danger de l'infection Covid-19 et de ces confinements à répétition que l'on connaît maintenant depuis plus d'un an. Or, les choses ne se passent pas du tout comme on pouvait l'espérer et il est donc absolument nécessaire qu'on puisse en discuter avec vous et en particulier de cette troisième injection de vaccin qui est une information récente. Alors, cette troisième information, elle ne sort pas comme ça par hasard. Et en fait, lorsqu'une décision est prise sur la vaccination, c'est le résultat d'une analyse de la littérature. On se base sur des publications par d'autres équipes dans toute la littérature médicale internationale et puis on y ajoute notre propre expérience. Donc, avec le Covid, tout va extrêmement vite. Il y a 2-3 publications par jour et donc on est obligé de rester vigilant, de réajuster aussi notre communication et nos décisions. Et finalement, c'est peut-être un peu déstabilisant pour vous. Vous avez l'impression que les informations changent tout le temps et que les décisions changent tout le temps. Donc aujourd'hui, on veut vous expliquer tout ce que l'on sait sur la vaccination anti-Covid, d'une part chez les dialysés, d'autre part chez les transplantés. Et donc, il y a ce soir 2 présentations. Il y a aussi beaucoup de questions qui ont été relayées par France 1 et nous allons essayer d'y répondre. Donc la première communication est celle de Khalil El-Karoui, qui est néphrologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil et qui va nous parler de la vaccination anti-Covid chez les patients dialysés. Donc Khalil, à toi. Merci beaucoup, Madame Mourmand. Donc, effectivement, je vais vous présenter quelques données sur la vaccination chez les malades dialysés. Le plus important sur cette première diapositive, comme vous le remarquez, c'est la date. C'est les données qui sont vraies au 20 avril 2021 et qui sont, comme vous l'avez souligné, susceptibles d'être modifiées et d'évoluer avec l'évolution des données qui seront évaluées. Excusez-moi, il y a un tout petit peu de retard sur la diapositive. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut favoriser la vaccination chez les patients hémodialysés, chez les patients dialysés en général et hémodialysés en particulier? Bon, ça, c'est un peu une porte ouverte. Enfin, on enfonce des portes ouvertes dans la mesure où, effectivement, les malades hémodialysés sont particulièrement à risque de faire des infections et des infections sévères. Pourquoi à risque de faire des infections? Déjà parce que, malheureusement, ils passent énormément de temps à l'hôpital, au moins 156 fois par an. En termes d'hémodialyse en centre, que ce passage à l'hôpital favorise les interactions avec le personnel hospitalier, éventuellement avec d'autres malades, et donc le risque d'infection. Par ailleurs, les patients hémodialysés ont accès à moins de traitements, puis il y a beaucoup de traitements qui sont contre-indiqués dans le cadre de l'insuffisance rénale terminale, et de plus, il s'associe à l'hémodialyse souvent de nombreuses comorbidités, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, éventuellement l'obésité. Toutes ces comorbidités, elles favorisent aussi le risque de faire des formes graves. Et enfin, il existe en hémodialyse, et on va en reparler, il existe une altération de l'immunité, à la fois l'immunité innée, l'immunité cellulaire, l'immunité adaptative en général. Et ces altérations favorisent elles aussi le risque de faire des formes graves. Donc à la fois, plus de facteurs de risque d'attraper la maladie et en plus, plus de facteurs de risque de faire des formes graves. Donc tout ça, ça pousse à prioriser massivement la vaccination chez les patients hémodialysés. Alors, très rapidement, un petit rappel sur le virus et les vaccins. Le virus, donc le SARS-CoV-2, vous savez que c'est un virus à ARN. Donc là, vous voyez une petite brin d'ARN. Et puis, il est entouré d'une membrane, là, une membrane de glycoprotéines. C'est un mot compliqué, mais pour dire juste qu'il y a une membrane. Et enfin, il y a une zone qui est vraiment particulière et importante. C'est cette zone-là qu'on appelle la spike. Alors, la spike, c'est une petite pointe. Un spike, ça veut dire pointe en anglais. Et cette pointe, elle va réagir avec le récepteur du virus dans les cellules. Et c'est par cette pointe que, en fait, le virus va rentrer dans les cellules. Donc, cette pointe, elle est vraiment super importante. Et l'idée, c'est il faut aller bloquer le virus à cet endroit-là pour qu'il y ait moins d'infections. Donc, cette pointe, c'est la spike.
la spike protéine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre du vaccin, l'idée, ça a été justement de vacciner les malades afin qu'il y ait une réponse immunitaire contre la spike, d'accord? Et donc le vaccin ARN, eh bien, il comprend un ARN de la protéine spike qui va coder pour cette protéine, qui va être exposée par les cellules humaines, et il va y avoir une réaction immunitaire qui va se faire contre cette protéine spike. On va parler essentiellement de vaccins à ARN dans le topo, parce qu'en fait, la plupart des données, elles ont été développées sur en utilisant le vaccin ARN chez les malades dialysés, vaccin ARN que ce soit le Pfizer ou le Moderna. Donc en pratique, ce qu'il faut retenir, c'est que donc le vaccin, c'est un vaccin ARN et qui code pour la protéine spike, et que la réponse qu'on va pouvoir étudier au vaccin, donc la réponse, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la réponse, ça va être essentiellement la réponse humorale qui va être étudiée. Humorale, ça veut dire que c'est la réponse à anticorps, et ces anticorps, après le vaccin, bah forcément, on va développer des anticorps contre le spike, d'accord? Puisque l'ARN, c'est l'ARN du spike. Quand on fait une infection naturelle à SARS-CoV-2, on peut faire des anticorps contre plein d'autres protéines, pas seulement le spike, mais aussi la nucléocapside, certaines protéines de membrane. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est les anticorps anti-spike. Et deuxième chose importante sur laquelle j'insiste, c'est qu'il y a peu ou pas de données sur les autres vaccins, outre les vaccins ARN, donc le vaccin AstraZeneca ou Johnson. Là, aujourd'hui, on va quasiment pas en parler parce qu'il n'y a pas de données. Alors, la première question avant de penser à vacciner les gens, c'est de penser si, quand vous faites la maladie infection naturelle, est-ce que vous développez une réponse immunitaire et est-ce que cette réponse, elle est protectrice? Donc, la première question, c'était de regarder chez les malades qui ont fait, les patients dialysés, qui ont fait une infection Covid-19 naturelle, est-ce qu'il y a bien le développement d'anticorps et d'une réponse immunitaire globalement? Première chose. Et deuxièmement, est-ce qu'elle est protectrice? Alors ça, c'est première donnée, c'est l'évolution des sérologies, notamment donc antinucléocapside, mais aussi anti-spike, pardon, chez 83 patients hémodialysés, vous voyez, qui ont été suivis après un Covid, donc l'infection naturelle, 6 mois après le Covid, quoi. Et donc, on a regardé régulièrement les taux d'anticorps. Alors, il y avait peu de malades, hein, environ 10% qui présentaient pas d'anticorps, qui n'ont pas fait de réponse immunitaire, d'accord. Mais la majorité des gens avaient des anticorps positifs. Hein, là, c'est la zone où c'était positif. Et ce qu'on voit également, c'est qu'en fait, ils sont positifs au début, au bout de 2 mois, en gros, 2-3 mois, c'est probablement le pic. Et puis après, ils diminuent progressivement, mais ils restent positifs assez longtemps, notamment les anticorps anti-spike. Et cette diminution, elle est associée à un certain nombre de facteurs qui étaient essentiellement l'âge. Les patients plus âgés, ils avaient une diminution qui était plus importante, ils perdaient plus vite leurs anticorps. Deuxième chose, les femmes, en fait, présentaient une réponse immunitaire, là encore un peu moindre, un peu moins élevée. Et enfin, la sévérité initiale de la maladie jouait aussi sur le développement et la diminution des anticorps, dans le sens où si vous présentiez une infection moins sévère, c'est comme si vous développiez une réponse immunitaire, là encore moins importante. Donc ça, c'était la première chose, on développe bien des anticorps. Les anticorps, ils ont tendance à diminuer, mais ils sont présents dans la très grande majorité des cas. Le deuxième truc, c'est de savoir sur la droite de la diapositive, savoir si ces anticorps et cette réponse immunitaire, savoir si elle est protectrice. L'idée, c'était que il y a une autre équipe anglaise qui a pu regarder le risque de réinfection après une première infection Covid, donc sur la droite de la diapositive. Ce qu'on voit, c'est qu'il y avait 134 malades qui étaient suivis, qui avaient une sérologie positive, donc qui avaient été infectés. Et en noir sur le graphique, là, vous avez le risque de réinfection quand vous avez une sérologie positive, versus ici le risque en rouge quand vous avez une sérologie négative. Et donc, ce qui se passe, il faut lire les choses un peu à l'envers, mais en pratique, vous voyez qu'il y a une grosse différence, une différence très significative, qui est qu'il y avait beaucoup plus d'infections, bien évidemment, chez les malades qui n'avaient pas développé de maladie initialement, qui avaient une sérologie négative, que chez les patients qui avaient une sérologie positive. Donc, en pratique, on développe bien une réponse immunitaire et celle-ci, il semble qu'elle soit protectrice contre le risque de réinfection. Il y a quand même un risque de réinfection quand on a déjà fait un Covid, mais il est beaucoup moins important que quand on n'a pas fait de Covid. Donc, à cette première question de savoir si les patients dialysés développent une réponse immunitaire après le Covid, oui, il y a bien une réponse immunitaire. Il y a notamment une réponse humorale, c'est-à-dire une réponse qu'on évalue avec les anticorps. Et en plus, cette réponse immunitaire, elle semble bien protectrice, même si il y a quand même des cas possibles d'infection à distance de l'infection initiale, probablement parce qu'en fait, la réponse immunitaire, elle diminue progressivement avec le temps. Donc, après une infection naturelle, oui, il y a une réponse immunitaire et il semble qu'elle soit protectrice. Deuxième point, donc une fois qu'on a dit ça, il y a probablement un intérêt à vacciner les gens parce qu'on va faire une réponse immunitaire également et celle-ci, a priori, elle devrait aussi pouvoir être protectrice. Donc, la deuxième question, c'est en bas de la diapositive, c'est est-ce que, compte tenu de ces éléments-là dans l'infection naturelle, est-ce que après le vaccin ARN, on a également une réponse immunitaire, une réponse protectrice? Alors, il faut faire attention quand on parle de réponse post-vaccinale à différents éléments, notamment dans le cadre de ces vaccins ARN.
La première chose dans les différentes études que je vais vous montrer, c'est de bien regarder le nombre de doses qui ont été reçues. Parce qu'il y a des études qui ont été faites après une première dose de vaccin. Vous savez que les vaccins ARN, ils se font en 2 doses, à 3 à 4 semaines d'intervalle, maintenant même 6 semaines d'après les recommandations de la DG chez les gens qui ne sont pas immunodéprimés. Donc, en tout cas, il faut bien vérifier que le suivi qui a été fait, c'était après 2 doses pour avoir l'efficacité maximale du vaccin. Le deuxième truc, c'est que c'est de bien faire attention au type de vaccin qui a été étudié. Donc là, on va parler, vous allez voir, essentiellement de vaccins ARN. Et enfin, la dernière chose importante, c'est quel a été le type de suivi. En fait, il y a plein de dosages biologiques qu'on peut faire pour suivre une réponse vaccinale. Là, compte tenu du fait que les vaccins ils sont très récents, on a des analyses qui sont encore un peu préliminaires. Celles qui ont été faites, c'est les, entre guillemets, les plus faciles, c'est-à-dire le dosage des anticorps et des anticorps anti-spike. Mais il y a éventuellement d'autres mesures de la réponse immunitaire qui peuvent être faites et on pourra en reparler au cours de la discussion. Mais donc, ce type de suivi avec les anticorps anti-spike, il va associer 2 choses à chaque fois dans les papiers. C'est à la fois le taux de réponse, c'est-à-dire la proportion de malades qui ont eu une réponse qui deviennent positifs en anticorps anti-spike, ça c'est la première chose. Mais il y a une deuxième chose, c'est le niveau des anticorps. C'est-à-dire que c'est probablement pas la même chose d'avoir une réponse positive, mais avec une réponse entre guillemets faible, pas beaucoup d'anticorps, même s'ils sont là, versus une réponse plus forte avec beaucoup d'anticorps, même si tous ces malades-là vont être considérés quand même comme positifs dans les études. Donc, 2 facteurs à évaluer, le taux de réponse 100%, mais également le niveau des anticorps. Et enfin, dernière chose, vous allez voir, il faut faire très attention aussi, toutes ces études, elles ont étudié essentiellement la réponse humorale, un petit peu la réponse cellulaire, mais essentiellement la réponse humorale. Mais il n'y a pas d'étude à ce jour qui ait évalué l'efficacité clinique, c'est-à-dire l'efficacité contre le développement de la maladie. Pour l'instant, on a des résultats qui évaluent les dosages biologiques, mais pas l'efficacité clinique. Alors, en termes d'études, beaucoup parlé de ce qu'il fallait regarder. On va passer probablement un peu plus vite. Là, il y a un peu de détails. En pratique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des études, celles qui sont sorties en premier. Pour faire simple, c'est des études israéliennes parce que c'est le pays qui a vacciné globalement le plus vite et le plus largement. Première étude israélienne, 56 patients en hémodialyse. Vous voyez, ils avaient 74 ans en moyenne. 95 contrôles. Donc, le contrôle, c'est la population générale pour voir est-ce que les dialysés font, entre guillemets, la même réponse que la population générale. Mais vous voyez que les contrôles, ils sont un peu plus jeunes, forcément, puisqu'ils ne sont pas malades. C'est la population générale. En général, c'est des acteurs de soins, des infirmières, des aides-soignants, des médecins. Donc là, ils avaient 57 ans, c'était beaucoup plus des femmes. En pratique, c'était le vaccin Pfizer. C'était après la 2e dose. Le suivi sérologique, c'était une marque particulière, un bot. Bref, il y a 96% de séropositifs. Donc, globalement, c'est une réponse assez favorable. Ceci dit, il a encore faire attention. Le taux des anticorps des malades dialysés, il est un peu plus faible que le taux des anticorps des patients au contrôle, de la population générale, avec probablement un impact de l'âge et de la lymphopénie, en tout cas de marqueurs assez classiques dans les réponses immunitaires qui peuvent impacter ces choses. Mais bon, 96% de séropositifs avec des taux probablement un peu plus bas. Deuxième étude, là encore israélienne, 122 patients, donc un peu plus importante en termes de nombre, un suivi assez proche, là encore le vaccin Pfizer, 93% de séropositifs, toujours des taux relativement bas par rapport à la population générale, et un impact de facteurs particuliers, l'âge et le statut nutritionnel qui probablement favorise le fait qu'il y ait des réponses plus faibles que les gens plus jeunes ou en parfaite santé, notamment sur le plan nutritionnel parmi les malades dialysés. Dans cette étude, des éléments importants sur la tolérance de la vaccination. Donc, c'est le vaccin Pfizer, le vaccin ARN, d'accord. Et la tolérance est globalement bonne. Ils ont remarqué, outre le fait qu'il y avait bien évidemment des épisodes de fièvre ou de réponses relativement de signes systémiques, de fatigue et tout, il y avait que 2 cas un peu sévères d'effets secondaires, avec notamment un cas de péricardite et un cas de syncope, mais qui n'était pas bien associé au vaccin. Donc, on voit que globalement, la réponse, elle semble assez positive, même si les taux ne sont pas excessivement élevés. Ensuite, une autre question, ça a été de savoir si les malades qui avaient déjà fait le Covid avaient une réponse différente de ceux qui n'avaient pas fait le Covid. Parce que vous savez que notamment dans les pays anglo-saxons, il a été discuté de faire qu'une seule dose aux patients qui avaient déjà fait le Covid versus 2 doses dans la population générale. Donc ça a pu être regardé dans 2 études françaises. Une première où il y a 70 malades, là encore le vaccin Pfizer, un suivi sérologique régulier. Là, les auteurs ont pu faire une analyse toutes les semaines, vous voyez, pour vraiment suivre la réponse sérologique de façon très détaillée. Et ce qui a pu être montré, c'est que là encore, il y a 83% de patients séropositifs à la fin du suivi, d'accord, après les 2 doses. Et il faut remarquer qu'après une dose, c'est environ 20% seulement de patients séropositifs. Dans la population générale, c'est beaucoup plus que ça. Donc, il semble effectivement que quand même les malades dialysés répondent un peu moins bien. Et en revanche, après une seule dose chez les malades qui avaient déjà fait le Covid, donc là, c'est les malades en bleu, vous voyez, la réponse, elle se fait très, très rapidement avec un plateau. C'est-à-dire qu'après une seule dose, on a l'impression que dès une seule dose, il semble que ça pourrait
éventuellement suffire. Mais ça, c'est juste sur la réponse sérologique. Deuxième étude de l'équipe de Laura. Donc Laura, c'est un grand centre de dialyse parisien, une grande association de dialyse à Paris. Ils ont pu étudier 167 malades hémodialysés. Globalement, la réponse, là encore, est assez satisfaisante. 89% de réponse après les 2 doses de vaccin ARN. Hein, il y en a ici, là, 89% de réponse. Les malades sans antécédent de Covid, c'était un peu moins. Vous voyez, c'est les malades en bleu, hein, 81% de réponse. Et ils remarquaient, là encore, que probablement qu'il y avait quand même un certain nombre de patients qui avaient une réponse, mais une réponse faible. C'est-à-dire 30% de malades avaient des anticorps, là c'était la sérologie, avaient des anticorps inférieurs à 1000, ce qu'on peut considérer comme la limite un peu d'une réponse faible. Là encore, les malades Covid ici en rouge répondaient beaucoup plus vite. Vous voyez, on a l'impression qu'après une seule dose, on est déjà au plateau. Et les auteurs, compte tenu du nombre de patients, ont pu détailler les facteurs qui étaient associés au risque d'avoir des taux faibles, de faibles réponses là, après la vaccination. Et là encore, c'est l'âge qui ressort. Les malades de plus de 70 ans ont probablement plus de risques d'avoir une réponse un peu moins bonne. L'immunosuppression, notamment la transplantation antérieure. Le fait d'avoir une lymphopénie, ça va un peu avec l'immunosuppression. Certains marqueurs de dénutrition, notamment sur la vitamine D. Et un dernier marqueur qui est l'absence d'immunisation contre un autre vaccin, qui est le vaccin contre l'hépatite B. On sait qu'il y a des malades qui sont particulièrement difficiles à immuniser contre l'hépatite B. Et là, il semble que ça puisse être associé avec un défaut de réponse dans le cadre du Covid. Toujours est-il que sur toutes ces études, ces 2 dernières études en tout cas, on a l'impression qu'éventuellement, après, en tout cas, que la maladie Covid dans les antécédents puisse impacter, là encore, la réponse sérologique. Ensuite, il y a plein d'autres études, je vais passer plus rapidement. Vous voyez que globalement, je vous ai mis en gras les taux de séropositivité. C'est un peu toujours le même design. Il y a certaines études qui sont un peu plus détaillées que d'autres. Mais globalement, on a 90% de séropositifs, ici 88% aux US, 91% en Autriche. Ici, une très grosse étude qui est sortie aujourd'hui israélienne. Là encore, 90% de séropositifs, mais toujours des taux d'anticorps chez les malades dialysés inférieurs au taux des patients contrôle quand il y a eu une cohorte contrôle qui a pu être comparée. Dernière chose dans cette étude autrichienne, là, on revient sur les effets secondaires éventuels. Ça représentait une dizaine de pourcents des patients. C'est assez proche de la population générale et c'était essentiellement des signes systémiques à titre de fatigue, de maux de tête ou de fièvre. Donc, a priori, pas d'effets secondaires gravissimes dans le contexte de la vaccination des malades de dialyse. Donc, pour conclure sur cette partie-là, quelle est la réponse donc après vaccin ARN messager? On a vu que en dialyse, on avait bien une réponse immunitaire après le Covid. Et qu'est-ce qu'il en est de la réponse après la vaccination? Bah oui, il y a bien une réponse à anticorps qui existe. Elle est positive dans 80-95% des cas. Donc, globalement, quand même, il y a une réponse. Ceci dit, le niveau d'anticorps, le niveau de réponse quantitativement semble moins important que dans la population générale, dans toutes les études où ça a pu être comparé. Autre chose importante, donc la tolérance globalement elle est bonne. Il n'y a aucun cas de thrombose qui a été décrit. Vous savez que les risques de thrombose et de thrombose très particulières, notamment cérébrales, ils ont été décrits avec les vaccins à plateforme adénovirus, pas les vaccins ARN messagers. Comme chez les dialysés, c'est essentiellement des vaccins ARN messagers qui ont été étudiés, ben là, il n'y a aucun cas de thrombose dans ce contexte-là. Surtout, chose importante, c'est les facteurs associés à la réponse, ça va nous intéresser par la suite. Probablement que plus on est âgé, notamment au-dessus de 70 ans, si on a subi une immunosuppression sur les anciens transplantés ou les malades qui reçoivent des immunosuppresseurs, certains facteurs de dénutrition, potentiellement d'autres facteurs également, sont associés à une diminution de cette réponse. En revanche, à l'inverse, la maladie Covid ancienne, l'infection naturelle, elle, semble favoriser en tout cas une réponse, même après une seule dose, qui pourrait être assez satisfaisante. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Pour l'instant, vous avez des données assez préliminaires, on ne va pas faire de conclusion définitive. Vous savez qu'il y a une 3e injection qui a été proposée chez les malades dialysés compte tenu de leur niveau d'immunodépression. Ça semble effectivement raisonnable. Ce qu'on pourrait proposer également, compte tenu des problèmes de dose, notamment actuellement, serait d'essayer peut-être de personnaliser un peu plus le suivi, pas forcément de proposer systématiquement la 3e dose chez tout le monde, en tout cas dans l'immédiat, peut-être adapter cette 3e dose au taux d'anticorps, puisqu'on a vu que certains malades répondaient très bien aux taux d'anticorps qui ont pu être réalisés après les 2 premières injections, donc bien sûr aux anticorps anti-spike, hein, notamment favoriser cette 3e injection chez les malades qui ont une réponse faible. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'une réponse faible? Pour l'instant, c'est pas défini. Par ailleurs, privilégier probablement pour la 3e injection les malades qui sont les plus à risque de faire une faible réponse, c'est-à-dire les patients âgés, peut-être après 70 ans, les malades qui subissent une immunodépression, soit ancienne, soit sous traitement, hein, éventuellement en fonction du statut nutritionnel. Et dernière chose, à notre sens, à prendre en compte, probablement moins urgent de faire une 3e injection si les patients qui ont déjà fait un Covid, on a vu qu'a priori, ils répondaient de façon satisfaisante à 1 voire 2 injections.
Bien évidemment, tout ça, ça va nécessiter des analyses complémentaires et c'est des conclusions qui sont au jour d'aujourd'hui, mais qui sont tout à fait susceptibles de changer. Alors, il y a effectivement beaucoup de questions en suspens. Dans ces questions, c'est notamment l'analyse d'autres réponses biologiques. Vous avez vu qu'on a essentiellement vu là dans tous ces papiers des réponses humorales, des réponses à anticorps, mais il y a d'autres réponses qui sont importantes. Par exemple, quand vous avez des anticorps, il faut savoir si la neutralisation virale est présente. Les anticorps, a priori, font de la neutralisation virale. Encore faut-il le démontrer. L'équipe de Marseille qui est en train d'essayer d'étudier ça en détail, et il semble que ce soit pas si clair, peut-être pas aussi vrai que dans la population générale. L'autre chose importante, c'est les réponses cellulaires. J'ai vu que dans le chat, il y a eu des questions autour de ça. Effectivement, vous avez vu, les réponses cellulaires, elles ont été très, très peu étudiées dans ces différents papiers. Probablement qu'après l'infection naturelle, là, c'est un papier de ce matin, là encore, il y a une réponse cellulaire qui se développe de façon a priori satisfaisante. Et après, les réponses vaccinales, a priori, ce serait le cas également, mais ça reste vraiment sur des données très, très faibles, alors vraiment très, très préliminaires. Deuxième chose, c'est la durée de la réponse dans le temps, notamment en termes d'anticorps. On a vu qu'après l'infection naturelle, la réponse en anticorps, en tout cas, elle diminue. Est-ce que c'est le cas également pour les vaccins ARN messagers? Probablement, mais pour l'instant, on n'a pas assez de données pour savoir qu'est-ce qui va en être de cette durée de la réponse. Par ailleurs, il y a les autres facteurs associés à la réponse. On a vu l'immunosuppression, l'âge, peut-être l'immunodépression, peut-être d'autres facteurs nutritionnels. Pour l'instant, il y a probablement d'autres choses à identifier dans ce contexte-là. Par ailleurs, question en suspens également, c'est bien sûr la protection contre les variants. Alors, vous savez, en France, actuellement, c'est essentiellement le variant anglais qui est développé, mais tout le monde sait qu'il y a le variant brésilien qui arrive d'arriver, il y a un variant sud-africain, il y a un variant indien là qui est en train d'être démontré, d'être décrit, il y a un variant breton, enfin il y a 1000 variants. La question, c'est dans tous ces variants, c'est de savoir si certains peuvent échapper à la qualité de protection des vaccins. On sait que pour le variant anglais, probablement que c'est pas le cas. A priori, il n'y a pas d'alerte de ce côté-là, mais pour les nouveaux variants, c'est un peu moins clair. Probablement que le vaccin Pfizer de ce côté-là est celui qui a le meilleur taux de réponse, la meilleure protection. En fait, il y a eu des doutes, notamment pour l'AstraZeneca avec le variant sud-africain, mais donc là, on parle essentiellement de vaccins ARN. Donc, a priori, pas d'inquiétude dans l'immédiat de ce côté-là. C'est vrai que la réponse contre les variants, elle pourrait dépendre du taux d'anticorps, et donc c'est probablement important d'avoir un taux d'anticorps élevé. Dernière chose, vous avez vu, mais ça c'est un peu plus technique, on a comparé les choses à la population générale. La question c'est à quelle population est-ce que vous la comparez? Les maladies mondialisées sont souvent un peu plus âgées que la population générale qui était le comparateur, et donc probablement qu'il y a des facteurs qui interviennent, notamment donc l'âge, l'immunosuppression, dans ces comparaisons. Dernière chose, et c'est probablement le plus important, c'est même certainement le plus important, c'est que là, dans toutes ces études, on va regarder la réponse à anticorps essentiellement, en tout cas des réponses immunitaires biologiques. La vraie question, la question essentielle, c'est le vaccin ARN notamment, quelle protection est-ce qu'il confère contre le développement de la maladie et notamment les formes graves de la maladie. Vous savez que le chiffre qu'on a tous en tête dans la population générale de réduction de 95% du taux d'infection par le vaccin ARN, notamment le vaccin Pfizer, ça concerne les formes graves. Et donc, bien évidemment, c'est le plus important. On doit être protégé contre les formes graves, pas forcément contre les infections post-symptomatiques. Et donc ça, pour le coup, aujourd'hui, dans la population des maladies mondialisées, on n'a pas de démonstration formelle que le vaccin protège contre les formes graves. Ceci dit, on a tous l'impression, là, récemment, que malgré l'épidémie actuelle, la résurgence de l'épidémie, la troisième vague, les maladies mondialisées sont moins impactées. Tous les gros centres, en tout cas sur l'Île-de-France, après on va discuter avec beaucoup, on a l'impression qu'on a quand même moins de malades sévèrement touchés depuis qu'on a développé la vaccination depuis le début de l'année. Dernière chose, en fait, c'est le fameux corrélat de protection. Alors ça, là encore, c'est un terme un peu technique. C'est d'associer en fait un taux d'anticorps à une protection contre les formes graves. Et ça, c'est un élément essentiel pour le suivi parce que ça nous permettrait de définir quand est-ce que les anticorps sont assez bas. Malheureusement, ils deviennent à risque de développer une forme grave. Auquel cas, ça pourrait justifier justement de refaire une vaccination, un boost en pratique. Donc, ce corrélat de protection, comme on dit, il est extrêmement important dans le cadre du suivi à l'avenir. Donc, en conclusion, on va rester prudent. C'est les conclusions d'aujourd'hui, du 20 avril 2021 à ce jour. On se base essentiellement sur des études qui sont assez préliminaires, avec des effectifs qui ne sont pas très élevés, qui ont regardé surtout la réponse à anticorps, la réponse humorale. Et il y a même certaines études qui sont en fait des préprimes qui n'ont même pas été évaluées par les pairs. Donc là, c'est encore plus à prendre avec des pincettes. Ce qu'on peut conclure a priori, c'est que la réponse, elle est en général présente, 80-95% des cas. C'est moins que la population générale, mais c'est quand même assez élevé. Ceci dit, cette réponse, elle est quantitativement, en termes de taux d'anticorps, elle est moins intense que dans la population générale, en tout cas très probablement, même si les comparateurs de population générale n'étaient pas forcément optimaux. Toujours est-il que donc il y a une réponse, elle est là en général,
mais elle est probablement moins intense que dans la population générale. Ce qu'on n'a pas encore défini, donc comme ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est ce fameux corrélat de protection, quel est le taux d'anticorps qui serait à même de développer, enfin d'être associé à une protection clinique, et surtout le fait que ces vaccins permettent bien une protection contre le développement des formes graves de la maladie, même si on a l'impression que c'est le cas. Pour l'instant, ce n'est pas démontré, et ça va être l'objet de l'étude en cours de la SFNDT. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Ralil. On va écouter la présentation de Sophie Hollmann sur la transplantation et puis on fera une discussion commune ensuite. Donc, Sophie Hollmann est professeure de néphrologie à Strasbourg et elle tient fidèlement depuis plus d'1 an le registre de la Société française de transplantation sur l'épidémie Covid et maintenant sur la vaccination anti-Covid. Voilà. Vous voyez mes diapos? Oui. Oui. Ok, très bien. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de faire un petit peu le pendant de la présentation précédente en vous montrant les quelques données qui sont là aussi toutes préliminaires concernant la vaccination chez le patient transplanté. Donc, les premières informations, mais je pense que ça, vous le savez bien maintenant, c'est de dire que quand on est greffé et qu'on a le Covid, eh bien, les formes cliniques sont plus sévères et la mortalité est plus élevée que dans la population générale, probablement en grande partie parce qu'un grand nombre de patients transplantés présentent des comorbidités qui peuvent être le diabète, l'insuffisance rénale, le surpoids, qui confèrent finalement, comme dans la population générale, un risque particulier à ces patients qui sont infectés. Du coup, très rapidement, aussi bien la Haute Autorité de Santé que les sociétés savantes, la Société francophone de transplantation et la Société francophone de néphrologie, dialysée et transplantation ont recommandé aux équipes de procéder en priorité à la vaccination contre la Covid des patients immunodéprimés et en particulier des patients transplantés. On avait connaissance d'un petit problème qui pouvait entraver un petit peu ce projet, c'est que finalement on vaccine beaucoup les patients greffés pour les protéger d'un certain nombre d'infections, mais pour certains vaccins, comme le vaccin antigrippal qu'on préconise bien sûr tous les ans, on a quand même des données qui montrent un plus faible taux de réponse des patients greffés par rapport à ce vaccin quand on les compare à la population générale. Et là, je vous montre un exemple. Si vous regardez dans le carré rouge, donc ça c'est la vaccination contre le virus de la grippe, eh bien, vous voyez que les patients greffés qui sont ici à gauche, une fois qu'on les vaccine, ils répondent au vaccin, ils développent des anticorps, mais moins fortement que les patients de la population générale. Vous voyez que même dans la population générale, dans le carré bleu, tout le monde ne répond pas au vaccin antigrippal. Il n'y a que 80% des gens qui développent des anticorps. Et pour les greffés, ce pourcentage diminue à 50%. Donc, on avait cette notion que les greffés ne répondaient pas forcément aussi bien que les patients immunocompétents à des vaccins. C'est pareil d'ailleurs pour l'hépatite B. Mais on était rassurés, et ça c'est un petit peu ce que vient de vous montrer l'orateur précédent pour les dialysés. On était quand même assez rassurés de voir que les patients greffés qui avaient eu le Covid étaient capables de fabriquer des anticorps antivirus, des anticorps antiprotéines spike assez rapidement et assez largement après avoir été infectés. Vous voyez là les données de notre équipe à Strasbourg. Vous savez, on a été dans le Grand Est confronté à une forte épidémie lors de la première vague. Et on voit que les patients greffés, qui sont malades, ils développent rapidement des anticorps dans les 2 premières semaines. Et au bout de 15 jours, eh bien, pratiquement tous les patients étaient protégés et avaient des anticorps dirigés contre le virus. Et dans l'équipe de Necker, ils ont aussi confirmé que, non, pardon, c'est pas l'équipe de Necker, c'est une équipe espagnole qui a travaillé avec Lyon et Montpellier en France. Ils ont comparé la réponse à la maladie des patients greffés en rouge et des patients non transplantés en rouge. Et vous voyez que ces réponses à plusieurs temps après la maladie sont relativement comparables. En tout cas, ça nous montre que après une infection, les patients greffés étaient capables de fabriquer des anticorps. Alors, est-ce que ces réactions sont durables?
Eh bien, on a aussi surveillé chez nos patients la persistance des anticorps plusieurs mois après l'infection. Et vous voyez là sur ce schéma qu'après 6 mois, la grande majorité des patients restent positifs, donc pratiquement 3/4, continuent d'avoir des anticorps qui les protègent contre le virus. Raison pour laquelle, chez le transplanté aussi, les cas de réinfection après avoir fait la maladie est relativement rare. Donc ça, c'était quand même des données encourageantes qui nous permettaient d'espérer qu'une fois les patients greffés et vaccinés, eh bien, on aurait potentiellement des bonnes réponses sérologiques. Donc, la question qu'on s'est posée, comme tout à l'heure, c'est finalement quand on utilise ces vaccins mRNA, donc aussi bien le Moderna que le Pfizer, est-ce que les patients greffés répondent aussi bien que quand ils ont été infectés par le virus? Et donc, juste mon schéma n'est pas bien passé. C'est pas grave, je vais vous montrer sur la diapo suivante. On a regardé donc donc à Strasbourg, on a eu la chance de pouvoir utiliser le vaccin Moderna très rapidement. On a commencé à vacciner notre cohorte de patients greffés du rein mi-janvier. Et donc très rapidement, on a pu avoir des résultats parce qu'on suivait les anticorps après la première injection, puis après la deuxième dose de vaccin. Et donc ça, c'était les résultats que vous ne voyez pas parce que le schéma n'est pas passé. Après la première dose, on était déçus parce que seulement 11% des patients avaient fabriqué des anticorps un mois après la première dose de ce vaccin. Ça, c'était les résultats sur les 240 premiers patients qui avaient été analysés. Là, je vous montre des résultats qui ne sont pas encore publiés, mais qui sont issus donc d'une cohorte encore un peu plus grosse, puisque avec le temps qui passe, on arrive à faire grossir cette cohorte. Donc, vous voyez, je vous montre les résultats de patients qui n'avaient jamais vu le virus, à J0, ils n'avaient pas d'anticorps. À J28, donc ça c'est un mois après la première dose, donc on reste sur ce taux de séropositivité assez faible. Donc la majorité des patients sont en dessous de la barre de notre test. Alors pour notre test à Strasbourg, c'est le test Abbott, la positivité est à 50. Alors tout de suite, attention, il y a quand même quelque chose, il faut bien comprendre, c'est que chaque test, vous savez qu'il y a beaucoup de tests différents qui peuvent être utilisés pour tester l'apparition des anticorps. Chaque test a son seuil. Il y a des tests qui sont à 1, des tests qui sont à 10, des tests qui sont à 50. Donc, les chiffres que je vais vous donner ne sont pas transposables d'un test à l'autre. Donc, il faut faire bien attention à ça. Et donc, à un mois, donc 12%. Après la deuxième injection, un mois après la deuxième injection, on a des résultats qui sont quand même plus encourageants, même s'ils sont un petit peu décevants, puisque la moitié des patients seulement, 46%, ont finalement dépassé ce seuil de 50 et donc on fait une réponse qu'on considère comme positive après la deuxième dose du vaccin. Mais la question finalement qu'on se pose, c'est est-ce que ce taux d'anticorps est protecteur chez tous ces patients? Et vous voyez là, il y a encore une petite subtilité. Il y a des patients qui sont négatifs à un mois et qui restent négatifs, complètement négatifs à 2 mois. Il y a des patients qui se positivent. Et puis, il y a des patients qui sont un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à fabriquer un petit peu d'anticorps, mais pas suffisamment pour passer au-dessus de la barre des 5 ans. Alors du coup, pour savoir finalement comment il fallait considérer cette population-là de patients qui avaient répondu entre le seuil de positivité, enfin au-dessus du seuil de positivité, mais qui avaient répondu faiblement, eh bien, on les a comparés avec deux populations. Une population de soignants à l'hôpital de Strasbourg, beaucoup de soignants ont été vaccinés. Et donc, on se disait que si on développait autant d'anticorps que les soignants et qui finalement ne développaient plus de maladies après la vaccination, comme dans les études, on était bien protégés. Et on a aussi regardé ce que devenaient les patients qui avaient déjà eu la maladie quand on leur avait fait une seule dose de vaccin. Donc, vous voyez que ces deux populations sont relativement comparables, qu'on soit immunocompétent après 2 doses de vaccin ou greffé après un Covid plus une seule dose, finalement, on développe beaucoup d'anticorps. Les greffés qui n'ont jamais vu le Covid, donc il y en a qui sont négatifs, il y en a qui sont fortement positifs, comme les immunocompétents, et il y en a qui restent dans des valeurs qui sont finalement entre la positivité du test et la positivité des immunocompétents. Et donc, pour cela, donc environ un quart de patients, finalement, on n'est pas sûr qu'ils soient protégés à 100%. Donc, au final, dans notre expérience avec ce test, le test Abbott,
on avait en gros le quart des patients qui restent, la moitié des patients qui restent négatifs après 2 doses, le quart de patients qui sont probablement très bien protégés, et un quart pour lequel finalement ils ont des anticorps mais faibles et on ne sait pas bien s'ils seront protégés ou pas. Donc on a essayé de regarder quels étaient les facteurs associés à cette moins bonne protection. Donc le premier facteur, c'est le délai post-greffe. Plus vous êtes greffé depuis longtemps, plus vous avez des chances de bien répondre contre le vaccin. Deuxièmement, le traitement anti-rejet. On a vu qu'en particulier les patients qui recevaient beaucoup de traitements anti-rejet, et en particulier ceux qui étaient sous CellCept, mais c'est pratiquement la majorité des patients, eh bien la réponse était un peu moins bonne. La fonction du greffon, les patients qui avaient une insuffisance rénale plus sévère répondaient moins bien. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi la réponse après la première dose. On a vu qu'un certain nombre de patients avaient répondu un petit peu après la première dose, mais que ça ne leur avait pas suffi à passer la barre des 50 dans notre test. Eh bien, ceux-là, finalement, répondaient bien à la deuxième dose. Donc ça, c'est quand même encourageant parce que ça veut dire que ceux qui ont un petit peu répondu après la deuxième dose vont probablement aussi bien répondre après la troisième dose. On va en reparler de cette troisième dose. Alors, un petit mot sur la tolérance. Il n'y a pas beaucoup de publications. Dans notre expérience, on a eu très peu d'effets secondaires. Bon, comme tout le monde, un petit peu de douleur au point de ponction, ça ne durait jamais très longtemps, en moins de 48 heures. Les signes généraux, la fièvre, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires étaient rares, comme ça a été signalé dans cette étude sur des greffés aux États-Unis. Dans notre cohorte, on a vacciné 800 patients avec les 2 doses. On a eu un cas de zona après le vaccin et on n'a pas eu d'allergie alors qu'on a vacciné des patients qui étaient allergiques à d'autres médicaments. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de recul, mais il n'y a aucune alerte en ce qui concerne la fonction du greffon, ni dans notre expérience, ni dans l'expérience des autres centres français, ni dans ce qui est publié dans la littérature. C'est peut-être un peu tôt, mais pas de rejet, pas d'aggravation de la fonction rénale, pas d'anticorps qui apparaissent contre le greffon après la vaccination, mais on est encore au début. Donc les analyses sont encore en cours. Cette dernière plaque pour vous montrer que finalement nos résultats sont assez comparables à ce qui a été aussi décrit dans cette cohorte américaine, pour laquelle on a juste la publication après la première dose, où ils ont, comme nous, trouvé une réponse sérologique faible après la première dose et une réponse sérologique aussi environ 1 fois sur 2 après la deuxième dose, mais ce sont des données qui ne sont pas encore publiées. Et les facteurs associés avec la réponse étaient les mêmes que ceux que je vous ai montrés, le CellCept et le délai de greffe en particulier. Alors pour finir, on espérait finalement que même si le vaccin ne permettait pas le développement d'anticorps, on se disait qu'il y avait peut-être une réponse cellulaire qui avait pu être déclenchée par le vaccin. Ces données sont en cours d'analyse, donc je ne peux pas encore vous montrer des résultats. Est-ce qu'on a des cellules T qui répondent après la vaccination? Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, après avoir fait une petite enquête d'une quinzaine de jours sur les différents centres français qui avaient pu vacciner des patients, c'est qu'on a des cas de patients qui ont développé la maladie Covid après les 2 doses de vaccin. Donc là, vous voyez le délai d'apparition de la maladie chez les 40 patients qui ont aujourd'hui été déclarés au sein de ce petit registre. Donc vous voyez le délai d'apparition. En bleu, c'est les patients qui avaient reçu le vaccin Pfizer. En vert, les patients qui ont reçu le vaccin Moderna, donc c'est à Strasbourg. Et vous voyez que malheureusement, on a des patients qui ont dû être hospitalisés, hein, donc ce n'est pas la majorité, mais 12 patients qui ont été hospitalisés parce qu'ils avaient besoin d'oxygène et quelques patients qui ont été transférés en réanimation et 3 patients qui sont décédés, qui ont fait des formes graves de Covid, c'était pour la plupart des patients très fragiles, hein, qui avaient d'autres problèmes, d'autres comorbidités, comme on dit, mais néanmoins, donc on a ces formes de Covid maladie qui surviennent malgré le vaccin. Chez ces patients, certains ont pu avoir une sérologie entre leur deuxième dose et leur maladie, et pour cela, la majorité était négative, donc c'est des patients qui n'avaient pas répondu, ou pour l'un d'entre eux, faiblement répondu au vaccin. Et puis pour les variants, il n'y a rien de spécial, c'est des variants classiques qu'on connaît. Il n'y avait pas de variant brésilien ou sud-africain pour lequel on aurait pu craindre l'échappement au vaccin. Donc, quelles sont les solutions finalement envisageables? Eh bien, les solutions qui sont pour le moment proposées, vous le savez, c'est l'injection de cette 3e dose de vaccin mRNA.
C'est la vaccination de l'entourage, bien sûr, pour permettre une protection maximale des patients greffés. On pourrait aussi envisager d'autres solutions. Elles ont été discutées, mais pour le moment pas retenues. Un autre type de vaccin, l'utilisation peut-être d'une plus forte dose et la baisse de l'immunosuppression qui n'a pas été retenue puisqu'elle nous semblait comporter un risque trop important au niveau du risque de rejet et du greffon. Donc, très rapidement, c'était juste pour vous montrer que c'est des solutions qui ont été adoptées, proposées pour les greffés pour mieux répondre au vaccin antigrippal. Donc là, c'est une étude qui avait été faite où ils avaient comparé une dose de vaccin antigrippal versus 2 doses avec une amélioration du taux de séroconversion qui reste malgré tout assez faible. Et puis, ça avait été aussi proposé d'augmenter la dose pour le vaccin antigrippal avec là encore des réponses sérologiques qui étaient meilleures chez les patients qui recevaient plus de doses de vaccin. Donc, en conclusion, la réponse vaccinale du transplanté, vous l'avez vu, n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait pu espérer, mais finalement relativement comparable à ce qu'on connaissait de la réponse vaccinale aux autres vaccins, la grippe, l'hépatite B. On peut quand même souligner que chez le transplanté, la tolérance du vaccin nous paraît très bonne, que la réponse sérologique paraît, ou la faible réponse sérologique paraît liée au traitement anti-rejet, mais aussi au degré de fonction rénale, et que contrairement aux patients dialysés chez lesquels on n'a pas encore aujourd'hui de données concernant l'apparition de cas de Covid chez les patients vaccinés, eh bien en greffe, on a pu décrire quelques cas. Alors ça reste peu de cas par rapport à tous les patients qui ont été vaccinés, mais quelques cas de Covid, dont certains nécessitaient une hospitalisation. Ceci nous a donc conduit à demander une modification du schéma vaccinal qui, à mon sens, doit être proposé seulement chez les patients qui ne sont pas répondeurs. Une vaccination de l'entourage et surtout en attendant de pouvoir mettre en place toutes ces mesures et de contrôler leur efficacité, le maintien des gestes barrières pour le moment chez les patients greffés, surtout si vous avez l'information que vous n'avez pas développé d'anticorps après la vaccination. Je vous remercie pour votre attention. Merci Sophie. Donc, je me permets un commentaire. Je vois que, comme Khalil, en fait, tous les deux, vous dites la troisième dose, c'est bien, mais en fonction de la réponse aux deux premières. Et c'est pas ce que la DGS a diffusé. On a l'impression que la DGS, ça doit être systématique. Et c'est justement le problème que ça nous pose. Disons qu'ils ont fait ce choix pour que cette possibilité puisse être offerte au plus grand nombre, parce que c'est vrai qu'il y a des centres qui ne sont pas forcément en capacité de surveiller la sérologie de tous leurs patients. C'est compliqué quand les patients sont suivis loin du centre hospitalier ou loin du CHU. Et du coup, je pense qu'ils ont choisi ces recommandations pour que le plus grand nombre de patients puissent en bénéficier sans forcément avoir l'obligation de faire un suivi sérologique. Maintenant, dans les centres où c'est possible et pour les patients chez lesquels c'est envisageable, on peut personnaliser. Pour les dialysés, c'est assez facile parce que finalement, les patients vont en centre. Après, pour les centres qui n'ont pas forcément accès aux sérologies, bon, ça, je vais laisser Khalil répondre à cette question pour les dialysés. Mais en tout cas, dans certains centres, les suivis sérologiques sont faits et du coup, on peut se baser là-dessus. Si les suivis sérologiques ne sont pas possibles ou complexes à mettre en œuvre, à ce moment-là, il vaut mieux partir sur une vaccination d'emblée de 3 doses pour avoir des meilleures chances de protéger les patients. Je pense que chez les dialysés, le raisonnement il est assez proche. Alors c'est vrai que les gens sont en centre, c'est en général plus facile de faire des sérologies. Ceci dit, c'est pas forcément si simple non plus. Il y a des centres qui n'ont pas facilement la sérologie anti-spike sous la main. Et donc dans ce cas-là, potentiellement, effectivement, il faut proposer la troisième dose à titre un peu systématique. Alors ceci dit, c'est vrai que notamment chez les malades qui ont déjà fait un Covid, ça semble un peu aberrant, quoi. Voilà, il y a peut-être des arguments à essayer de pondérer. C'est ce que j'ai essayé de montrer, mais tout ça repose encore sur des résultats très préliminaires. Donc peut-être que dans le doute, il faut quand même, à titre systématique, si on n'a pas les moyens de faire autrement, proposer cette troisième dose. Mais ça va évoluer. Moi, je suis d'accord. Je pense que pour les patients qui ont déjà été infectés, et c'est ce qu'on a aussi constaté en transplantation,
À mon sens, une seule dose même suffit, donc on n'ira pas à 3 doses, c'est sûr, hein. Les résultats que je vous ai montrés chez nos patients, c'est après une seule dose. Ils ont répondu comme des immunocompétents, donc après le vaccin, donc je pense que c'est pas nécessaire pour eux. Mais il faut en plus souligner que les sérologies des dialysés comme des greffés n'étaient pas dans la liste des sérologies remboursables par la sécurité sociale, ce qui a posé des petits problèmes initialement. Et là, maintenant, on a une formule un peu à la façon de nos administratifs, c'est-à-dire qu'elle devrait être remboursée et elle devrait être utilisée pour savoir si on fait une 3e dose. Donc, il y a un petit progrès. Donc, France Rhin a récupéré énormément de questions que Brigitte Hénin-Lemoine a rangées. Et donc, Brigitte, je vous laisse poser ces questions. Oui, bonjour. J'ai classé les questions en grands groupes. Donc, déjà, sur la vaccination en général, une question qui est un peu moins technique que ce que vous venez de présenter. Certains patients se posent la question pourquoi on a démarré la vaccination chez les patients présentant une insuffisance rénale alors que il n'y avait aucune donnée sur cette vaccination chez ces patients particuliers. Et donc, cette vaccination a-t-elle des effets nocifs? La répétition des doses peut-elle avoir des effets secondaires nocifs, en particulier chez le transplanté? Ça, c'est déjà un premier. Vous y avez répondu en partie, mais voilà. Je vais commencer à répondre. Oui. Je vais commencer à répondre, puis je laisserai Madame Caillard finir. En fait, pourquoi est-ce qu'on a commencé à vacciner? Parce que c'était ma première diapositive, c'est la première diapositive de Sophie Caillard également. C'est que la mortalité chez les dialysés et transplantés, en fait, c'est le principe, en tout cas la dialyse ou la transplantation, c'est les principaux facteurs de risque de forme grave sur des populations globales. Donc, on est face à un contexte d'urgence. En fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de protéger au maximum les malades le plus rapidement possible avec tous les éléments qu'on a. Alors, les éléments, c'est bien sûr les gestes barrières, mais c'est aussi la vaccination. Et ce qu'on voit, c'est quand même probablement qu'il y a au moins un certain nombre de patients, la vaccination, elle a l'air d'être efficace. Donc, je pense que c'est dans le cadre de l'urgence de santé publique, il faut vacciner. Malheureusement, il y a plein de questions autour de la vaccination, on est bien d'accord, mais en fait, on ne peut pas laisser les gens s'infecter, faire des formes graves, aller en réa et mourir. Enfin, il y a un moment, on est dans l'urgence et effectivement, on prend des décisions dans l'urgence qui peuvent alors être discutées. On est là pour ça. Mais en pratique, on voit quand même que probablement qu'il y a chez un certain nombre de patients, ça a sauvé des vies, dès maintenant, la vaccination. Et je vous laisse finir, Mme Caillard. Non, mais je suis 100% d'accord. D'ailleurs, on a commencé par la même diapositive, comme tu l'as souligné, chacun dans notre population, puisqu'il fallait bien mettre l'accent. Oui, il fallait mettre l'accent là-dessus. Après, sur nous, en fait, ce qu'on craignait pour les transplantés, on a l'habitude de vacciner des patients transplantés, donc on sait que la vaccination chez le patient transplanté, c'est plus la balance bénéfice-risque penche toujours vers le bénéfice. On sait qu'un certain nombre de vaccins sont tout à fait faisables chez les greffés, sauf les vaccins vivants. Et là, on avait accès à un vaccin qui n'était pas un vaccin vivant, donc on n'avait pas de crainte de crainte particulière par rapport aux effets secondaires des vaccins RNA. Cela dit, la crainte qu'on avait quand on a commencé, c'est qu'on soit moins efficace que dans la population des immunocompétents. C'est pour ça que d'emblée, dans certaines équipes, on a mis en place des suivis sérologiques pour avoir cette réponse rapidement. Et c'est la raison pour laquelle on communique aussi largement auprès de toute la communauté pour dire attention, ça fonctionne chez la moitié des patients, mais une partie n'est pas encore protégée. Donc, il faut faire plus. C'est un peu ça le message. Petite remarque, à partir des questions sur le chat, un des auditeurs demande ce qu'il en est pour les patients en dialyse péritonéale. Eh bien, c'est exactement la même chose que pour les patients en hémodialyse. N'oublions pas, les patients en dialyse péritonéale, c'est la même chose que pour les patients en hémodialyse. Je suis passé très vite parce qu'il y a beaucoup moins de données, mais dans les études israéliennes notamment, il y a les patients en dialyse péritonéale, ils ont été intégrés, alors ils représentaient peut-être 20 malades sur 150, quoi. Donc voilà, on est un peu moins formel, mais les résultats étaient tout à fait similaires. En fait, il y a moins de données parce que bien évidemment, le suivi est moins facile. Les patients dialysés, en tout cas, voilà, malheureusement pour eux, on les voit 3 fois par semaine en général, enfin les hémodialysés. Et donc, la dialyse péritonéale, c'est un peu moins précis, mais ça a l'air d'être exactement pareil. Et c'est le cas pour les autres vaccins également.
Donc, il y avait une autre question qui était sur la durée de l'immunité vaccinale et, in fine, quel est le schéma vaccinal que vous recommandez avec les temps entre les différentes doses varient. Est-ce que l'allongement de la période entre différentes doses est importante puisque certains patients ont déjà eu une troisième dose assez rapidement, d'autres vont attendre beaucoup plus longtemps. Donc, est-ce que c'est important et est-ce que la question sous-jacente étant, il va devoir falloir faire un rappel de vaccin anti-Covid régulièrement pour garder une protection. Vous commencez cette fois-ci? Oui, vas-y. Donc, on ne sait pas répondre à tout ça, hein, en gros, mais pour la troisième dose, donc dans le schéma vaccinal standard, on va dire que c'est une dose à 1 mois d'intervalle sur les vaccins mRNA. On a gardé les mêmes espacements puisque chez l'immunodéprimé, on ne souhaite pas espacer les injections. Et pour les patients qui n'ont pas encore eu leur troisième dose, disons qu'on va jusqu'à 3 mois après la deuxième dose. Donc, entre 1 et 3 mois après la deuxième dose, pour pouvoir rattraper tous les patients pour lesquels on a dû faire la sérologie ou pour pouvoir proposer cette injection à plus de personnes. Pour les rappels annuels, on ne sait pas pour le moment parce que bien évidemment, on ne le sait pas encore dans la population générale. Il faudra suivre les réponses sérologiques, voir si les anticorps se maintiennent ou s'ils s'affaiblissent et décider en fonction de ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'après l'infection naturelle, effectivement, ils sont présents, mais ils s'affaiblissent, hein, objectivement. Donc, probablement qu'après le vaccin, notamment chez les patients dialysés et transplantés qui ont des réponses un peu moins élevées, probablement qu'il va falloir qu'il y ait des rappels. Et c'est discuté dans la population générale, mais clairement, c'est complet. Pour le moment, on ne sait pas. Hein. Alors, il y a une question sur le dosage des anticorps. Donc, c'est vrai qu'il y a une énorme disparité sur le fait que certains ont un dosage d'anticorps et pas d'autres. Il y a, je dirais, peut-être même jusqu'à dire que parfois il peut y avoir un sentiment d'injustice de ne pas avoir ce dosage d'anticorps pour savoir si on est protégé ou pas. Et donc, comment peut-on faire, comment les patients peuvent-ils faire pour avoir ce dosage, pour savoir s'ils sont protégés ou pas, et à quel rythme faut-il les doser? Alors là, je pense qu'il faut insister sur un point, c'est que ces dosages d'anticorps, à ce jour, il n'y a aucune valeur d'anticorps qui vous permet de vous dire que vous êtes protégé ou pas. Donc, ce fameux corrélat de protection, c'est un truc hyper important. Hein. J'ai bien conscience que ça intéresse tout le monde, et notamment les patients, bien évidemment, savoir si on est protégé avec juste un chiffre d'anticorps. Mais aujourd'hui, ce corrélat, il n'existe pas. Il n'existe pas dans la population générale, il n'existe pas chez les transplantés ni chez les dialysés. Dans la population générale, on a des arguments pour penser qu'à partir d'un certain taux, on soit protégé. Mais c'est des arguments encore indirects, c'est pas du tout démontré. En fait, si on avait formellement ce chiffre en tête, si on avait ce dosage formel, si on avait cette limite formelle, le dosage il serait bien évidemment beaucoup plus généralisé. Aujourd'hui, on fait des sérologies, mais on ne sait pas encore formellement ce qu'on en fait. On ne connaît pas les conclusions définitives, donc c'est très délicat à interpréter. En fait, on en fait parce que pour le moment, c'est ce qu'on a. Après, probablement qu'à terme, on en saura un peu plus sur la valeur de ces sérologies. Et donc, j'ai bien conscience que, effectivement, ça peut sembler injuste de pouvoir ou de ne pas pouvoir faire la sérologie, mais à la fin, même si on a une sérologie positive, on ne peut pas conclure formellement sur le degré de protection. On est plus rassuré si les chiffres sont très hauts, comme disait le Sophie Caillard, mais en fait, formellement, on n'est jamais complètement rassuré. Et puis alors, à l'inverse, il faut comprendre aussi que dans les papiers de population générale, sur les premières études, notamment du vaccin de Pfizer, on a pu montrer qu'il y avait un début de protection, donc de diminution du risque de forme grave qui survenait dès J12, J14, alors qu'à ce moment-là, on n'a pas encore d'anticorps. Donc en fait, il y a probablement plein d'autres réponses immunitaires indépendantes de la sérologie, indépendantes, mais en tout cas pas évaluées par la sérologie, qui sont également présentes. Donc la sérologie, c'est pas le gold standard. En fait, c'est un élément parmi d'autres. Après, c'est sûr qu'on préfère avoir des anticorps élevés. Mais pour le moment, on est très tôt dans le suivi, notamment le suivi post-vaccinal. Donc, on n'a pas de réponse définitive à tout ça. D'ailleurs, la question suivante, justement, concernait la protection
qui ne passent pas par les anticorps. Est-ce que vous pourriez expliquer d'une façon un peu simple et rapide aux patients, je conçois que ce soit difficile, mais qu'est-ce qui pourrait, en plus des anticorps, faire qu'ils aient une protection? Alors là, je vais parler sous le contrôle des immunologistes, mais en pratique, vous développez des anticorps. Donc, pour développer des anticorps, il faut globalement qu'il y ait ce qu'on appelle une cellule présentatrice d'antigène qui attrape l'antigène, donc qui attrape la protéine spike du vaccin, d'accord, et qui aille la présenter avec des lymphocytes T, des lymphocytes B, qui aille globalement la présenter dans les follicules. Là-dedans, en fait, va se fabriquer des lymphocytes B qui vont globalement fabriquer des anticorps. Ces anticorps, ils sont a priori dans le Covid, il y a au moins une partie des anticorps qui sont neutralisants, donc qui ont une efficacité directement sur le virus. Ça, c'est ce qu'on a regardé plus largement. Après, il y a aussi des réponses qu'on dit cellulaires, notamment de certains lymphocytes T, qui peuvent, eux, directement aller attaquer les cellules infectées. Les réponses cellulaires, elles sont plus difficiles à regarder. Des tests qui sont plus compliqués, donc qui n'ont pas été faits aussi largement que les sérologies. Mais ces réponses cellulaires, elles sont aussi probablement actives. Et donc, dans la protection contre la maladie très précocement, vous voyez, à J12, J14 dans la population générale, ce qu'on pense, c'est que c'est certaines cellules qui sont effectivement efficaces avant même l'apparition des anticorps, certaines cellules de l'immunité. Mais vous aurez plus de détails avec le docteur Kaya. Ah non, je pense surtout qu'il ne faut pas donner plus de détails. Tu l'as bien expliqué, en fait, il faut retenir qu'il y a deux types de défense. Les défenses qui passent par les anticorps, donc c'est ce dont on a parlé beaucoup, et les défenses qui passent par les cellules, les lymphocytes, c'est des globules blancs, certains types de globules blancs qui vont effectivement directement attaquer les cellules infectées et qu'on ne peut pas mettre en évidence dans des tests qu'on fait dans des laboratoires d'analyse. Donc, les recherches sur ces cellules-là, elles sont en cours, mais elles sont faites dans des laboratoires de recherche, justement. On ne peut pas les faire à grande échelle. C'est très compliqué. Donc, on n'a aujourd'hui aucune donnée à vous présenter pour vous dire comment sont ces cellules. Par contre, pour les greffer, ce qu'on sait, c'est que les médicaments anti-rejet, ils empêchent aussi bien ces cellules-là que les cellules qui fabriquent des anticorps de fonctionner normalement. Donc, il y a des risques que les deux types de cellules soient diminués par les traitements anti-rejet et que donc ce soit ces deux types de défense qui soient diminués en fait chez les patients greffés. Alors, une question plus épidémiologique. La troisième dose, lorsqu'on n'a pas développé d'anticorps, pourquoi la faire puisque cela ne dispense pas des gestes barrières et du confinement quand on a une IRC? Donc, est-ce qu'il faut continuer à se protéger des deux façons? C'est vrai que pour le moment, c'est un peu un discours ceinture et bretelles, c'est-à-dire on essaye de faire le maximum. Mais comme on voit qu'il y a encore des cas de patients qui font de la maladie après la vaccination, il faut continuer à se protéger. En plus, on n'a pas beaucoup parlé des variants parce qu'on n'a pas beaucoup de données, mais c'est vrai que même les patients vaccinés restent susceptibles de faire des infections à partir des variants, même dans la population générale. Et pour le moment, donc les consignes, c'est de continuer à faire tous bien attention et à se protéger. Que ce soit parce qu'on n'est pas protégé ou que ce soit parce qu'on est vacciné et qu'on n'est pas encore sûr, comme le disait Khalil, du corrélat de protection, c'est-à-dire j'ai des anticorps, mais est-ce que je vais être suffisamment protégé? Mais bon, on pense quand même que plus le taux d'anticorps est élevé et plus la protection est efficace. Peut-être une dernière question sur les enfants. Faut-il vacciner les enfants qui présentent une insuffisance rénale chronique? À quel âge? Et est-ce qu'on connaît la réponse vaccinale des enfants? À ce jour, en tout cas, les recommandations, c'est le vaccin en tout cas en France, chez les personnes majeures. Probablement que dans la population générale, à partir de 16 ans, d'après des études américaines, il semble que ce soit, je parle sous votre contrôle, que ce soit également efficace. Donc, aux USA, ils sont en train d'élargir les indications. Je crois qu'en Israël aussi, ils l'ont fait. Après, avant 16 ans, et notamment chez des populations particulières comme les insuffisants rénaux, là, à ma connaissance, on n'a pas du tout de données. Non, moi non plus, j'en ai pas, mais ce que je peux dire, c'est que les transplanteurs pédiatriques nous ont, depuis le début de l'épidémie, beaucoup rassurés sur le Covid chez l'enfant.
Il y a quand même peu de formes sévères chez l'enfant. Par contre, les enfants peuvent contaminer des adultes. Bien sûr, peuvent être malades et contaminer des adultes, mais c'est bien sûr moins préoccupant que chez l'adulte, le Covid chez l'enfant, comme dans la population générale, bien sûr. Je voudrais ajouter une petite question issue du chat. Est-ce que vous pourriez reformuler un petit peu la conduite à tenir vis-à-vis de l'entourage des patients dialysés et des patients greffés, notamment une question qui demande est-ce que pour ces personnes on doit obligatoirement faire le vaccin ARN ou est-ce qu'on peut utiliser l'AstraZeneca dans l'entourage? Niveau de recommandation pour vacciner l'entourage et quel type de vaccin? Alors, je pense que pour tous les vaccins, enfin, en tout cas pour toutes les populations fragiles, il est essentiel que l'entourage soit vacciné. Ensuite, en termes de recommandations de la DGS notamment, je ne sais pas où ça en est jusqu'à présent. Pour les greffés, je crois que c'est relativement accepté. Pour les dialysés, je suis pas capable de vous dire. Et ensuite, en revanche, pour la vaccination, dans le cadre de populations qui sont pas fragiles en soi, après 55 ans en tout cas, le vaccin AstraZeneca, il est extrêmement efficace et il n'y a pas d'effet secondaire majeur, même si on a tous conscience des problèmes de ces thromboses particulières là, mais qui ont été rencontrés plus chez des patients jeunes. Donc oui, il faut être vacciné dans l'entourage, et l'AstraZeneca, c'est ou le Pfizer ou le Moderna, bon voilà, le Johnson quand il va arriver, il est tout à fait efficace dans le cadre de ces indications classiques. Mais en tout cas, il faut être vacciné, ouais, quel que soit le vaccin, ouais, pour l'entourage. Je suis arrivée au bout de mes questions. Luc aussi, sur le chat, il n'y a pas d'autres questions? Oui, il y en a eu, mais je pense que tout a été dit. Bon. Donc, il nous reste à remercier Sophie et Ralil pour leurs interventions et d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, à France Rhin aussi d'avoir remonté toutes les questions posées ce soir. Donc, j'espère que vous êtes satisfaits par les réponses et rassurés par les réponses. Donc, bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre soutien. Au revoir.